Bonjour à tous. On va faire une carte mentale pour essayer un petit peu de résumer tout ce qu'on a vu le long de ces 3 chapitres sur les mouvements et les interactions qui fait que les objets sont en mouvement. Alors, donc il y avait 3 chapitres, donc ça a été partagé en 3 parties. Dans la première partie, on a abordé les mouvements, c'est-à-dire je regarde un objet en mouvement, je décris un mouvement. Donc c'était la première chose qu'on a traitée, les mouvements. On reparlera tout à l'heure de ce qu'il y a dans cette partie-là. Ensuite, si un objet est en mouvement, bah, il est en mouvement parce que on le pousse, on le tire, il y a la terre qui l'attire. Bref, il est soumis à des interactions. On va parler de force. Donc c'était la deuxième partie qu'on a abordée. On a traité juste quelques forces, pas toutes les forces. Certaines forces, on en a parlé plus en détail, d'autres un peu moins en détail, et puis il y a des forces dont on n'a pas du tout parlé, qui ne sont pas au programme. Donc voilà, on a abordé quelques forces qu'on rencontrera dans nos exercices et qu'on a rencontrées dans nos exercices. Et puis enfin, dans la troisième partie, on s'est intéressé à un mouvement particulier. C'est le mouvement rectiligne uniforme. Eh bien, ce mouvement rectiligne uniforme, on l'explique tout simplement parce que les forces auxquelles est soumis l'objet, elles se compensent. Donc on verra ça tout à l'heure. Plus précisément, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Donc ce sera notre dernière partie. Alors, le mouvement, quand on décrit un mouvement, première chose, il faut donner un référentiel. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est assis dans un train, quelqu'un qui est sur le quai au moment où le train démarre. Voilà, celui qui est assis sur le train, s'il observe un passager en face de lui, il va le voir immobile. Et puis celui qui est sur le quai, s'il observe le même passager du quai, il le voit en mouvement. Donc ça montre bien que le mouvement, il dépend de l'observateur, il dépend du référentiel. Alors justement, nous, les référentiels, on en a défini certains qu'on utilisera dans les exercices qu'on a fait. Le premier référentiel, c'est un référentiel lié au sol, donc on parlera de référentiel terrestre. Ensuite, le deuxième, c'est le référentiel lié au centre de la Terre, puisque la Terre tourne sur elle-même, c'est le référentiel géocentrique. Et le troisième référentiel, c'est le référentiel héliocentrique, celui qui est lié au centre du Soleil. Alors, on pourrait même parler d'un référentiel planétocentrique, ce serait un référentiel lié au centre d'une planète, par exemple le référentiel marsocentrique, etc. Première chose, donc on définit le référentiel. La deuxième chose, si on veut étudier un mouvement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de prendre plusieurs photos à des intervalles de temps réguliers pour pouvoir prendre le temps d'étudier ce mouvement-là. Ça porte un nom, ça s'appelle une chronophotographie. Donc le principe de la chronophotographie, c'est prendre plusieurs photos, mais attention, l'intervalle de temps entre deux photos est constant. Alors on l'appelle par exemple le delta t, cet intervalle de temps peut avoir d'autres notations selon les exercices. Et puis ensuite, dernière chose, qui dit mouvement, quelque chose, un objet qui est en mouvement, il se déplace et puis il a une vitesse. On a appris à calculer le vecteur vitesse en un point bien précis. Par exemple, si là, on voulait connaître le vecteur vitesse au point 2, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait déjà flécher, retrouver la distance entre les deux points qui entourent le point M2, donc c'est M1, M3. Et la vitesse, eh bien, c'est quoi? C'est ce vecteur M1, M3 divisé par 2 fois l'intervalle de temps, puisque pour aller de M1 à M3, il y a bien 2 intervalles de temps qui ont eu lieu. Donc ça, c'était pour la partie mouvement. On est juste en train de décrire le mouvement. Ensuite, quelques forces. Donc, parmi les forces qu'on a vues, plusieurs cas de figure. J'ai le cas de figure où j'ai des astres qui sont très loin les uns des autres, la Terre par rapport au Soleil, la Lune par rapport à la Terre, etc. Eh bien, Newton a découvert que les astres s'attirent les uns les autres et il a donné l'expression de la force qui est exercée entre un corps et un autre corps. Alors justement, donc cette force, elle s'appelle la force gravitationnelle. Et par exemple, si je prends un corps de masse MA et un corps ici de masse MB, eh bien, MB va subir une force d'interaction gravitationnelle de la part du corps A. Il est attiré vers A et l'expression de cette force-là, on va la noter la force qu'exerce A
sur B, donc c'est bien elle qui est représentée en rouge, c'est la force exercée par A sur B. Elle est égale à G, qui est une constante, qui est donnée dans les énoncés, c'est la constante de gravitation, multipliée par la masse du corps A, multipliée par la masse du corps B, divisée par la distance au carré qui les sépare. Et tout ça selon un petit vecteur U, B vers A. Alors, le petit vecteur, vous verrez qu'au niveau des notations, c'est la force de A sur B, et là, le petit vecteur, c'est de B vers A, parce que effectivement, le corps A exerce une force sur B, et B est attiré vers A. Donc là, quand on note U de B vers A, c'est bien une force qui est dirigée de B vers A. Dernier point, les unités. Une force, ça s'exprime en newton. Dans cette formule, la masse est en kilogrammes et la distance est en mètres. Alors, évidemment, quand on est à l'échelle des astres, on n'aura pas dans les énoncés la distance entre la Terre et le Soleil qui seront données en masse, en mètres. En général, ils seront donnés en kilomètres. Il ne faudra pas oublier de convertir et de ramener ça en mètres. Ensuite, ça, c'est plutôt le cas de figure au niveau de corps très massifs et très lointains les uns des autres. Maintenant, justement, nous, sur Terre, n'importe quel objet sur Terre, il subit cette force de gravitation. Et cette force de gravitation, ça représente quoi? C'est à peu près justement ce poids qui nous attire vers le centre de la Terre. Donc c'est la force suivante qu'on a étudiée. Donc considérons que j'ai un objet. Le poids, c'est une force qui attire vers le centre de la Terre. On va la représenter en partant du centre de gravité. Et le poids, on peut le calculer à partir de la masse. P est égal à mg. Et G, ça va représenter l'intensité de pesanteur. Alors cette intensité de pesanteur, elle dépend de la masse de la planète. Plus la planète est massive, plus la planète a une masse importante et plus le G sera grand. Ce qui fait par exemple que le G de la Terre vaut à peu près 6 fois le G de la Lune. Donc on a un poids 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre. Donc ça c'est une deuxième force qu'on a vue. On pourrait parler d'une troisième force, c'est la force de réaction du sol. Donc la force de réaction du sol, c'est une force au contraire qui empêche justement l'objet de s'enfoncer dans la terre. C'est quelque chose qui retient et c'est une force de contact. Donc elle débute entre le sol et l'objet. Ça c'était dans la deuxième partie, on a traité donc quelques forces. Ensuite, le principe d'inertie. Ce principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, il nous dit déjà que si je constate que le mouvement est rectiligne uniforme, je peux le constater par exemple avec une chronophotographie, alors je peux forcément en déduire quelque chose, c'est que les forces, ça signifie que cet objet, il est soumis à des forces qui se compensent. Et inversement, si j'ai un objet dont je sais qu'il est soumis à des forces qui se compensent, alors je sais obligatoirement que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc ça, c'est le principe d'inertie et sa réciproque. Et puis, on a essayé aussi aborder la contraposée du principe d'inertie, qui, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le contraire. Si, au contraire, j'ai un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme, alors les forces ne se compensent pas. Et inversement, si j'ai un objet soumis à des forces qui ne se compensent pas, alors le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Dernière chose, on a parlé d'un cas particulier, c'est un objet qui est en chute libre. Alors, qu'est-ce que c'est la chute libre? C'est le fait, par exemple, de lâcher quelque chose, de lancer quelque chose, mais attention, il y a une condition. C'est qu'un objet est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids. Donc, dans la réalité, quand je lâche quelque chose, effectivement, il est soumis à son poids, mais pas seulement. Il est également soumis à ces petites molécules d'air qui le retiennent, à des frottements. Donc, il n'est pas soumis qu'à son poids, donc l'objet n'est pas en chute libre. Donc, on considère qu'un objet est en chute libre que s'il n'est soumis qu'à son poids, c'est-à-dire que dans l'énoncé, on doit vous détailler que les frottements de l'air sont négligés. C'est le seul cas dans lequel on pourra avoir un objet qui est en chute libre.